après avoir analysé ce qu'était l'emploi décent et en quoi un emploi décent pourrait donc permettre de sortir de la pauvreté dans toutes ses dimensions, on va se concentrer sur l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée et voir ce que cette expérimentation mise en place donc par ATD Quart Monde et bien d'autres partenaires, ce que cette expérimentation donc, nous apprend sur l'emploi décent, puisqu'évidemment, cette expérimentation territoire zéro chômeur ne permet pas simplement à des gens qui sont parfois éloignés de l'emploi d'avoir un CDI, mais surtout de retrouver aussi du sens dans un travail co-construit. C'est ce qu'on va développer ensemble avec plusieurs intervenants. Michel de Virville, bonjour. Vous êtes vice-président, double vice-président, je veux dire. Voilà, double vice-président, 2 casquettes. Voilà, cumulard, c'est ça. Vous êtes vice-président de l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Et vous êtes donc à ce titre ici aujourd'hui, vous représentez Laurent Grand-Guillaume, ancien député, et qui donc préside cette association. Il a tellement aimé porter ce projet quand il faisait de la politique qu'il a décidé d'arrêter la politique pour faire que ça. Et puis vous êtes aussi vice-président du Fonds d'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, donc c'est aussi les cordons de la bourse. Et là, vous avez comme président donc un ancien grand patron, Louis Gallois. Et donc là, vous nous parlerez bien sûr aussi de financement, mais vous êtes surtout là pour nous parler de cette expérimentation. À côté de vous, Pierrette Do, vous êtes salarié d'une entreprise à but d'emploi, on rappellera ce que c'est. Donc vous êtes à l'ODEV, dans l'Hérault, et vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, et vous représentez les salariés de ces entreprises à but d'emploi ici. C'est ça? Oui? Enfin voilà, vous parlerez de ce que vous voudrez. Ah bon? Ben voilà, vous parlerez de votre point de vue, Pierrette. À côté de vous, Xavier Oliveira, bonjour. Vous êtes salarié aussi d'une entreprise à but d'emploi qui s'appelle la Compagnie du 20e, c'est ça? Voilà. Assez récent salarié, je crois. D'ailleurs, vous nous raconterez un petit peu pourquoi vous avez décidé de rejoindre cette expérimentation et de devenir salarié. Est-ce que ça a changé dans votre vie? Et à côté de vous, Sylvie Levden, bonjour. Vous êtes directrice de l'entreprise à but d'emploi de Paris 18e. Voilà, c'est la patronne, comme dit Monsieur de Virville, qui a bien gardé le vocabulaire voilà, d'une vie précédente. Non, voilà, donc vous coordonnez un peu toute cette action. Vous nous raconterez quelles sont les dimensions de votre travail, les difficultés éventuellement que vous rencontrez, puis vous nous parlerez de ce que vous faites spécifiquement à Paris 18e. Donc ce que je voudrais qu'on définisse ensemble, peut-être avec vous, Michel de Virville, pour commencer, c'est de nous rappeler ce qu'est le projet Territoire Zéro Chômeur, parce qu'avant de montrer en quoi il peut amener un emploi décent et il est nécessaire pour ça, racontez-nous un petit peu ce qu'est ce projet, quelle est sa philosophie et quels en sont ses développements, puisqu'on en est à une expérimentation qui ne cesse de grandir. La philosophie, c'est très en lien avec le thème de cet après-midi. C'est la conviction que le travail, c'est quelque chose qui est essentiel pour l'insertion sociale, une vie qui est enracinée. Je pense que c'est un terme qui est assez adéquat. Et ça part du constat que plusieurs millions de personnes qui seraient volontaires pour travailler en sont empêchées par la réalité du fonctionnement du marché du travail. J'utilise le terme plusieurs millions parce que c'est assez difficile de mesurer exactement. Il y en a au moins 2,5 millions. Je pense que là, on est à peu près sûr de soi, mais il y en a probablement plus. Alors ça, c'est le constat. Et comment on fait? Alors, on part d'une idée qui est quand même une idée assez simple. C'est que c'est un peu idiot de verser des allocations diverses et des ressources à ces gens qui n'ont pas de salaire, et que ce serait plus efficace d'utiliser l'argent en question pour leur verser au moins une partie de leur salaire
et de les placer dans une situation, alors c'est là où on retrouve l'emploi décent, qui soit vraiment une situation d'activité professionnelle, c'est-à-dire dans une entreprise. Ces deux idées-là sont des idées essentielles. Il faut tout de suite en rajouter une troisième, c'est la conviction que ça ne se fait pas comme ça au niveau parisien ou par des systèmes organisés. Ça ne peut se faire de façon correcte et véritablement dynamique qu'au niveau des territoires. Donc c'est la troisième dimension du projet. C'est un projet qui est territorial. Et de fait, la construction de ce qu'on a fait est très originale de ce point de vue-là. Puisque je suis vice-président du fonds, le fonds ne pilote pas du tout ce qui se passe au niveau territorial. Il accompagne, il peut conseiller, etc. Mais il ne pilote absolument pas, c'est les territoires qui décident. C'est quelque chose qui, par rapport à toute la politique de l'emploi, mais même à beaucoup d'aspects de la politique telle qu'elle est conçue en France, est très original. Alors voilà, bon, on peut rajouter beaucoup, il faudrait rajouter beaucoup de choses pour présenter. Donc comment ça se passe? Essentiellement, il y a deux choses. Il faut mobiliser le territoire. Et pour mobiliser le territoire, on crée localement ce qu'on appelle le comité local pour l'emploi, dans lequel il y a toutes les forces vives du territoire. Et ce comité local pour l'emploi, en fonction du nombre de personnes durablement privées d'emploi, crée une ou plusieurs entreprises à but d'emploi. Donc voilà, mes trois voisins sont à des titres divers dans des entreprises à but d'emploi. Et ensuite, le fonds donne aux entreprises à but d'emploi ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent fonctionner. Sachant que les entreprises à but d'emploi, c'est des vraies entreprises. C'est des entreprises qui appliquent le Code du travail, c'est des entreprises qui recrutent. Donc ces personnes qui ont 4-5 ans en moyenne de privation d'emploi, qui les recrutent sur des contrats à durée indéterminée et en général rémunérés au SMIC. Donc là, on est vraiment dans l'emploi décent, puisqu'on est dans un emploi qui permet de se projeter déjà et d'être couvert par le Code du travail. Je veux dire, expérimentalement, je veux dire, ça se touche comme ça. Il n'y a aucun doute que pour ces gens qui ont été très longtemps éloignés de l'emploi, mais enfin, ils le diront, c'est vraiment un changement de vie. Donc, alors, ce qui ne veut pas dire du tout, mais on va y revenir dans la discussion, ce qui ne veut pas dire du tout que les EBE ont une espèce de vertu intrinsèque qui ferait qu'elles offrent des entreprises, des emplois décents et de qualité. EBE, c'est entreprise à but d'emploi. Entreprise d'emploi, oui. L'emploi décent et de qualité, c'est un combat. Hein. C'est pas quelque chose d'acquis. Et il n'y a aucun moment où c'est acquis. Il faut toujours y travailler. Donc on y reviendra sûrement. Oui, juste pour préciser, pour avoir eu le bonheur de suivre ce projet que je qualifierais de révolutionnaire depuis le début, le constat qui a amené à la création de Territoire Zéro Chômeur, c'était que personne n'est inemployable, que des gens qui ne veulent pas travailler ou qui ne pourront jamais travailler, ça n'existe pas, que ce n'est pas le travail qui manque. C'est-à-dire que certes, parfois, il n'y a pas d'offres d'emploi, il n'y a pas d'emplois qui sont proposés, mais il y a du travail, il y a des choses à faire qui pourraient être utiles à l'ensemble de la communauté et qui ne sont pas réalisées. Et puis, ce n'est pas l'argent qui manque. Et ça c'est peut-être ce qui choque le plus quand on dit c'est pas l'argent qui manque, alors qu'on est toujours on nous rebat les oreilles à longueur de journée partout sur les contraintes budgétaires. Mais en fait, ce qui a été chiffré au tout début, même avant l'expérimentation, hein, de la construction du projet, c'est le pognon de dingue, justement, que coûte le fait d'être privé durablement d'emploi. C'est non seulement les prestations qui sont versées, et heureusement qu'elles sont versées pour que les gens puissent survivre, mais c'est aussi tous les coûts indirects, parce que quand on est privé d'emploi, on est plus souvent malade. Voilà, il y a notamment des gens qui font des dépressions. Il y a des gens qui transmettent aussi à leurs enfants le fait de ne pas avoir d'activité. C'est plein de choses un peu invisibles qui en fait coûtent cher à la collectivité, et c'est tout ce manque à gagner en fait pour la collectivité qui a été comptabilisé quand il s'est agi de financer en fait ce territoire zéro chômeur. Je parle sous votre contrôle, c'est bien ça? Oui, notre conviction, c'est que
non seulement c'est notre conviction, c'est que ce que produit en termes de richesse et en termes d'économie d'allocations et d'aides diverses, ce que produit l'existence de l'expérimentation est supérieur à ce que ça coûte en termes budgétaires. Ce qui fait que, évidemment, ce qu'il y a, c'est que ce que ça produit n'arrive pas dans les mêmes caisses que ce que ça coûte. Mais voilà. Par rapport à ce que vous avez dit, il y a une chose qui est très importante. Enfin, je pense que beaucoup de gens connaissent l'expérimentation, mais pour ceux qui la connaissent de plus loin, vous avez dit personne n'est inemployable et, par ailleurs, ce n'est pas le travail qui manque. Je crois que c'est très intéressant juste d'expliquer un petit peu ça. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de travail, c'est pas de travail qui manque, c'est tout simple. Il suffit de regarder. Bon, il se trouve que je suis plutôt parisien, mais ma famille est de Basse-Normandie. Chez moi, dans le village dont ma famille est originaire, il y a énormément de choses très utiles à faire qui sont absolument pas faites. Donc, c'est assez facile de se convaincre du fait que, sur le fait que les gens soient et envie d'être employés, mais il reste quelque chose à franchir, c'est-à-dire qu'il faut qu'on crée des activités qui soient des activités qui peuvent être attrapées par ceux qui n'ont pas d'emploi. Et c'est là où il y a un mot qu'il faut utiliser, c'est co-construction, qui est très important. C'est-à-dire que dans les entreprises à but d'emploi, on ne fait pas les emplois indépendamment des personnes qu'on embauche, et on embauche sans condition. Ça ne simplifie pas la vie des patrons d'entreprises à but d'emploi, le fait d'embaucher sans condition, mais ça veut dire qu'au fur et à mesure que les personnes qui sont volontaires pour travailler s'inscrivent, ils sont embauchés. Et à ce moment-là, il faut trouver comment ils peuvent faire toutes ces choses utiles localement. Donc c'est ça la dynamique et c'est ça qui est passionnant. C'est passionnant et donc l'expérimentation a commencé. Aujourd'hui, il y a 67 entreprises à but d'emploi, c'est bien ça, sur 58 territoires habilités, dans 38 départements. On l'a dit tout à l'heure, les 2 lois d'expérimentation ont été votées à l'unanimité et puis il y a plus de 3600 personnes qui étaient privées d'emploi depuis en moyenne 4 à 5 ans, comme vous l'avez souligné, qui sont aujourd'hui en emploi grâce à la création de ces entreprises donc à but d'emploi. Le bien précieux que produisent ces entreprises, hormis, comme vous le dites, elles produisent des choses, mais elles produisent surtout de l'emploi et de la dignité, parce que ces gens travaillent. Le mot dignité est essentiel. Mais les chiffres que vous donnez, on peut les regarder de 2 manières très différentes. C'est des chiffres qui sont impressionnants. Je veux dire, en quelques années, on est à 58, je ne serais pas étonné qu'on soit à 62 à la fin du mois. Mais, parce qu'évidemment, il y a des candidatures de territoires qui continuent d'être traités et des territoires qui sont habilités. C'est impressionnant, c'est en même temps très peu de choses. Et oui, vous citiez 3500 par rapport à la taille nationale du problème du chômage de longue durée. On vide la Méditerranée un peu à la petite cuillère. Pourquoi ça ? Parce que c'est fondé sur une démarche territoriale et que pour un territoire s'engager dans cette voie, c'est un travail qui prend 2 à 3 ans. Et à l'heure actuelle, beaucoup des territoires qu'on habilite, donc qui démarrent aujourd'hui, sont des territoires qui avaient été candidats à la première expérimentation. Donc eux, ça fait 5-6 ans qu'ils travaillent pour le faire. Ça peut paraître très long, mais pour que toutes les forces vives se fédèrent et trouvent la voie de construire, c'est ça que ça prend. Je ne veux pas interroger que Monsieur de Virville, je vous rassure, mais je voudrais que, pour qu'on comprenne bien, et après on passera vraiment au concret, aux gens qui sont les mains dans le cambouis, qui vont nous expliquer ce qu'ils font. Mais sur la philosophie, on a très bien compris, sur l'expérimentation. Et vous dites c'est long, mais à la fois on construit du solide, c'est-à-dire on construit des gens, on construit des vrais emplois et on donne la force à des gens de retrouver une place dans la société. C'est pas de l'insertion à la petite semaine où les gens vont
avoir un contrat aidé qui va s'arrêter au bout de 2 ans, où ils vont retomber dans la précarité. Beaucoup des gens qui sont aujourd'hui dans ces entreprises à but d'emploi ont justement vécu ces périodes de stop and go et de découragement parce qu'ils avaient des emplois aidés et des contrats courts. Là, on leur donne vraiment une perspective. Et justement, ça pose la question du financement, parce que si globalement, bien sûr, le financement est logiquement assuré, parce que c'est tout bénéfice de créer ces entreprises à but d'emploi, on constate aujourd'hui quand même qu'il y a un problème de financement, que ce fonds n'est pas, vous souriez, vous saviez que vous alliez avoir cette question, n'est pas peut-être abondé suffisamment. C'est téléphoné. Oui, c'est téléphoné, absolument. Mais il y a quand même un hiatus entre cette construction à très long terme et ce travail de fond qui est réalisé par cette expérimentation, et puis le fait que le financement, il soit acté annuellement, et donc parfois avec aussi des inquiétudes, puisqu'on propose aux gens des CDI, mais après, il faut quand même financer. Oui, bien sûr. Il faut souligner quelque chose, c'est que la loi d'expérimentation, c'est une loi ouverte. C'est-à-dire qu'un territoire est habilité, il crée des entreprises à but d'emploi, et ensuite les entreprises à but d'emploi embauchent. C'est un droit. C'est pas quelque chose qu'on peut contingenter en disant, voilà, on va embaucher 20 personnes et pas plus. Donc la loi est une loi qui est vraiment ouverte, ce qui est là aussi un petit bout de révolution. Oui. Hein, puisque la plupart du temps, par exemple, pour prendre nos cousins de l'insertion par l'activité économique, puisqu'ils font vraiment tout à fait le même métier que nous, eux, ils ont des budgets avec des nombres d'emplois, en plus ce sont des CDD, mais donc du coup on peut réguler budgétairement. Nous, il faut qu'on ait les moyens de se développer, et on se développe à la vitesse où les territoires se développent, puisqu'on est une espèce de fédération de territoires. Et donc cette année, on rend compte, vous savez que c'est à cette époque-ci de l'année, c'est le moment où le Parlement va examiner le projet de loi de finances, qui est le projet de loi de finances évidemment de l'année prochaine, donc de 2024. Et donc tous les ans, à cette époque de l'année, on entre dans une discussion qui est une discussion plus ou moins difficile, et qui cette année est particulièrement difficile. Elle est particulièrement difficile parce que vous voyez bien, on est passé de 10 territoires lors de la première expérimentation à aujourd'hui pratiquement 60 territoires. Donc on a multiplié le nombre de territoires par 6. Alors évidemment, avant qu'un territoire ne recrute, ça prend un certain temps. L'année prochaine, on va en gros doubler de taille. Et est-ce que votre budget a doublé ? Alors notre budget ne double pas. Nos interlocuteurs du ministère du Travail nous disent « mais vous ne vous rendez pas compte, on a été extrêmement généreux vis-à-vis de vous ». Mais ce n'est pas de la générosité, c'est de l'investissement. Non, mais on a été extrêmement généreux vis-à-vis de vous. Je suis en train de... C'est le ministère du Travail qui parle, ce n'est pas moi. Ah, je préfère. On vous a donné 50% de budget en plus. Ceci n'est pas faux. Hein. À l'heure actuelle, ce qui est inscrit dans le projet de loi de finances, c'est 50% de budget en plus. Et c'est vrai que nous sommes la seule ligne budgétaire du budget du ministère du Travail qui augmente de 50%. Mais je dis, puisque on est en pleine négociation, je dis à nos interlocuteurs, votre générosité, elle est pas suffisante, parce que nous, c'est pas de 50% qu'on a besoin de plus, c'est de 2 fois. Et ça n'est pas gagné. Ce qui fait que si vous allez sur le site de Territoire Zéro Chômage, là, je ressors et je redeviens vous redevenez le porte-parole de Laurent Grandguillaume. Vous avez une pétition, vous avez une manifestation, et cette pression extérieure, elle est complémentaire des discussions que nous avons, et elle est très importante. Et le temps est court pour gagner cette bataille qui est absolument indispensable. Le budget, parce que si on n'a pas le budget, on fait comment ? Le budget actuel, c'est un gel de l'expérimentation. Or, l'expérimentation, c'est vraiment une réalité vivante. Donc, une réalité vivante, ça ne se gèle pas. Quand on gèle quelque chose de vivant... On ne pourra pas l'évaluer, d'ailleurs, si elle est gelée. Donc, c'est un élément, d'ailleurs, que j'avais une réunion avant-hier... Et l'évaluation dans ce contexte-là, c'est évident que c'est totalement étranger au projet, qui est par ailleurs un projet magnifique. Et il faut, je glisse ça en plus, il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va faire après.
puisque ça se termine à mi-2026. Mais ça, on y reviendra donc, peut-être. Sinon, il n'y a plus personne d'autre que vous qui allez parler. Il faut voir comment on va embarquer beaucoup plus que nous dans cette même démarche de permettre à ceux qui sont privés d'emploi de travailler. Merci beaucoup, Michel de Virville. C'était un peu long, mais effectivement, je pense que c'était important de resituer les choses et d'aborder tout de suite, non pas les questions qui se fâchent, mais les questions qui sont absolument essentielles au développement de cette expérimentation, dont Pierrette Do va peut-être nous en dire un petit peu plus. Je voudrais, Pierrette, que vous nous racontiez tout simplement votre parcours avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée, parce que c'est un parcours de longue haleine. Michel de Virville l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, les emplois décents, ça se co-construit. Et ça se co-construit parfois des années avant de signer le contrat. Donc racontez-nous un petit peu quelle a été la démarche chez vous. Oui, bonjour tout le monde. J'ai envie de commencer par dire que c'était important que Michel puisse poser ces choses-là, aussi bien pour vous que pour toi que pour moi, parce que ce sont des vrais questionnements. Effectivement, on a travaillé fort. En tout cas, sur le territoire de l'ODEV, on a travaillé très fort pour être habilité. Les dossiers d'habilitation sont des dossiers exigeants, vraiment exigeants. Ça n'est pas un projet qui peut s'inventer. C'est vraiment quelque chose qui se co-construit. Et pour se co-construire, eh bien, on va chercher tous les partenaires sur le territoire qui sont liés à la privation d'emploi. Nous, sur le territoire de l'ODEV, en fait, on a fait un petit peu différemment. On a constitué un collectif de citoyens et nous sommes allés interpeller nos élus en leur demandant de devenir un territoire émergent, puisqu'avant d'être habilité, vous êtes un territoire émergent. Toute la phase de préfiguration pour instruire le dossier, vous êtes territoire émergent. Et comme on le disait tout à l'heure, toutes les personnes privées durablement d'emploi qui se portent volontaires à rejoindre cette expérimentation pendant toute la phase de préfiguration, vivent sur des « si nous sommes habilités ». Si nous sommes habilités. Et la mobilisation de ces PPDE se fait sur cette base. C'est-à-dire qu'on est volontaire au point de réfléchir ensemble, même si le territoire ne devient pas habilité. Et comment vous allez aller chercher les personnes privées durablement d'emploi, les fameux PPDE? Vous faites du porte-à-porte? J'en étais une moi-même, donc c'était facile de me convoquer moi-même dans mon bureau. Mais je voulais juste préciser qu'il y a aussi comment on le devient. En ce qui me concerne, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de militer pour que cette loi perdure, c'est que moi j'ai perdu mon emploi sur un changement de loi. Okay. Je crois que c'était 2018. Tout d'un coup, les contrats aidés, changement de loi. Les associations ne peuvent plus recruter de la même façon. Ok, on a mis fin à mon contrat. Donc, moi j'en ai marre de ces changements de loi, personnellement. Je me suis investi, tu me posais la question, comment ça s'est passé pour moi? Ça a été 3 ans de mobilisation, bénévole, bien sûr. Quand on est chômeur, on n'est pas inactif, hein, on fait aussi des choses. Et il y a 4 personnes qui ont ramené cette idée territoire zéro chômeur sur le territoire. Il s'avère que Sébastien Rome, qui est notre actuel député, est venu nous interpeller en nous parlant du projet. 4 personnes s'en sont emparées et on a monté une association ad hoc, une association de préfiguration, pour laquelle j'ai été présidente. J'étais la seule PPDE. Il y avait retraités, il n'y avait pas d'élus à l'époque. Je ne voulais pas qu'il y ait d'élus. C'était très paradoxal, mais moi je me disais, je ne veux pas que ça soit récupéré par les politiques. C'est quelque chose qui m'appartient. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité, qui pour une fois parlait de moi. Je veux passer d'un statut d'assister à une personne volontaire. Et ce mot de volontariat, en ce moment, avec l'injonction qui risque de nous arriver quand on est allocataire du RSA, pour moi le choix il est vite fait. Injonction ou volontariat. Et ça n'amène pas du tout les mêmes choses. Sur la base du volontariat, il y a un collectif qui se crée. Il y a des personnes qui ne se connaissaient pas, qui se rencontrent au sein d'un collectif pendant la phase de préfiguration. Comment est-ce qu'on va les chercher? Eh bien, on prend rendez-vous avec toutes les structures sur le territoire qui sont en lien avec ces personnes. Nous, on s'est beaucoup appuyé. Je faisais partie du binôme qui allait à la rencontre de ces personnes. On s'est beaucoup appuyé sur le documentaire de Marie-Monique Robin,
Nouvelle Cordée. Et honnêtement, il y avait tout dans ce documentaire. Tout pour nous donner envie de rejoindre cette forme d'expérimentation. Ça a été mon cas. C'est comme ça que je me suis investi. Je m'arrête là. Non, faut pas s'arrêter là. Donc, ça a été quoi? 3 ans d'investissement volontaire pour construire le projet, pour définir les activités, pour faire les budgets, pour voir un peu comment vous alliez vous organiser. Oui. Alors, la première étape, c'est de constituer le comité local pour l'emploi. Si l'élu municipal ou Comcom ne veut pas devenir un territoire habilité, c'est fini. Si moi j'emploie mes mots à moi, si les étoiles politiques ne sont pas alignées, ça n'est pas possible. Donc c'est vraiment un travail constant. Je me suis retrouvée, donc j'étais demandeuse d'emploi, je deviens personne privée durablement d'emploi. Déjà, la sémantique est différente. Et d'habitude, j'étais de ce côté du comptoir. Oui, alors, vas-y, prouve-nous que tu veux travailler. Okay. Là, j'ai démontré pendant 3 ans que oui, je veux travailler, mais dans certaines conditions, et pour le bien de mon territoire. Pour en revenir à ce qu'est un travail décent, pour moi, c'est aussi, ça part de quelle est la décence des employeurs et comment est-ce qu'ils nous considèrent et comment est-ce qu'ils nous traitent. Okay. Dans le projet d'expérimentation, en tout cas au sein des entreprises à but d'emploi, les activités ont été pensées, réfléchies. Alors, on ne l'a pas précisé, mais on est dans le champ non concurrentiel. C'est-à-dire que toute activité qui est développée vient en complément et rentre dans des niches qui ne sont pas utilisées par l'économie marchande. Sur un territoire comme le nôtre, l'économie marchande, elle n'est pas là, elle n'est plus là. Et pour le coup, on peut enfin s'emparer de ce qui se passe sur notre territoire en disant, moi je m'amusais à appeler ça les petits boulots, tous les petits boulots qui ne sont pas rentables, qui n'intéressent pas les entreprises. Nous, on les porte, et on les porte avec intelligence. Et cette intelligence, elle vient de l'observation des manques réels, et tous les territoires sont différents. Donc chacun peut vraiment construire quelque chose d'intelligent par rapport à son territoire. Bon, évidemment, à l'ODEV... Alors, qu'est-ce que vous faites à l'ODEV, justement ? Voilà. On s'est inscrit dans la transition écologique, économique et sociale. Ça a du bon sens, parce que justement, nos territoires, ils ont été abandonnés, mais vraiment abandonnés. Du moment qu'un territoire n'est pas rentable, personne ne vient l'investir. Alors, certes, nous avons eu la COGEMA, qui est venue exploiter l'uranium à l'ODEV. Ça a développé la ville, on a construit tout un quartier, etc. Et puis, tout d'un coup, quand ces entreprises-là, qui en plus vous laissent avec des pollutions physiques, on est nombreux à avoir une thyroïde surdéveloppée à l'ODEV. Je précise ça parce que dans mon propos, c'était on ne veut plus travailler pour enrichir des actionnaires. On a aussi à l'ODEV enrichi des grandes familles à travers le tissage, voilà, on tissait, etc. Et enfin, un projet de territoire qui nous permet de faire vivre nos familles. Les directeurs, en tout cas d'entreprises à but d'emploi, tu témoigneras tout à l'heure, mais n'augmentent pas leur salaire en fonction de notre travail. C'est-à-dire que c'était aussi une blague à l'ODEV, c'est on ne verra pas passer Samuel Truscott avec une décapotable parce qu'il vit sur notre dos. Mais c'est super important. C'est le directeur de votre entreprise. Oui, je viens de nommer le directeur de l'EBE de l'ODEV, qui au passage s'appelle l'Abeille Verte. Et donc voilà, on a choisi nos activités, on les applique maintenant qu'on est devenu habilité. On a été habilité en juin 2022, l'entreprise a ouvert le 1er septembre 2022. Il y a combien de salariés ? Il y avait 5 salariés à l'époque. Et puis ce sont des cohortes qui ont été embauchées chaque lundi. Il y avait une quinzaine de personnes qui embauchaient. On est à ce jour 145 personnes à travailler dans cette entreprise. Mais j'ai envie de préciser que les embauches se faisaient sur activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas embauché, il n'y a pas de sous-emploi, c'est là où je voulais en venir. Okay. Personne ne s'ennuie à l'EBE l'Abeille Verte. Ça fait partie d'un travail décent. Mais tout à fait, oui. Tout à fait. Et dans ce sens-là aussi,
au niveau des richesses humaines, on développe ardemment en ce moment tout ce qui constitue la QVCT, la qualité de vie des conditions de travail, parce que c'est aussi ça. On a choisi une richesse humaine sociale et on met tout en œuvre pour que les personnes soient accompagnées. C'est pas parce que tout d'un coup c'est super, elles ont un salaire, on ne l'a pas précisé, en CDI, au SMIC, à temps choisi. Ça, pour moi aussi, ça fait partie du travail décent, c'est-à-dire que on reçoit dans l'entreprise des personnes qui ne pouvaient pas aller vers l'emploi. Elles avaient des freins dans leur histoire de vie, dans leur quotidien, et qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas retourner vers l'emploi. Là, on choisit notre temps de travail. Je donne un exemple. Il y a un couple qui travaille au sein de l'EBE qui ne pouvait pas retourner à l'emploi à cause des bêtes gardes d'enfants. Pour le coup, le mari a pris un mi-temps, la femme a pris un mi-temps, et voilà, ils ont réussi à s'organiser. J'ai envie de préciser aussi, parce que dans cette notion de travail décent, il y a au sein de l'entreprise, nous sommes à 11 nationalités de naissance différentes. Et justement, dans le cadre d'un travail décent, on a embauché une professeure de français pour pouvoir faciliter. Il y a des salariés qui sont rentrés dans l'entreprise sans du tout parler la langue. Donc quand je leur demandais « mais comment vous allez faire ?», c'était téléphone, traduction. Et il y a des salariés qui travaillent à l'aide de la traduction du téléphone et qui sont accompagnés évidemment sur le français langue étrangère. Je m'égare un peu, mais je veux reprendre cette notion de QVCT parce que c'est vraiment l'espace qui donne l'occasion justement de prendre soin des salariés. On a recruté un référent QVCT, on a donc une professeure de français, on a un conseiller en insertion professionnelle qui va rentrer parce que ce n'est pas parce que vous êtes salarié que tout va bien tout d'un coup dans vos vies. Parfois, vous êtes encore confronté à des difficultés. On a un médiateur, et j'en oublie certainement, mais voilà, pour moi... Tout ça, ça fait partie des fonctions support que vous appelez très joliment DRH, mais direction des richesses humaines. Oui, ça a été un choix. Et voilà, pour tout ça, oui, on prend soin et on souhaite que le travail soit décent. On prend soin à la fois de nos actions et à la fois des personnes qui les réalisent. Merci beaucoup. Oui, Michel de Virvis. Juste un point. Quand on regarde un territoire et qu'on réfléchit, est-ce qu'il peut être habilité ? Une condition qui est absolument nécessaire, c'est que les personnes durablement privées d'emploi soient impliquées dans la construction. Et je pense que ce que Pierrette vient d'expliquer sur le projet LODEV montre bien à quel point c'est déraisonnable de se priver de la compétence qu'a Pierrette à l'ODEV. Et quand je dis Pierrette, évidemment, ce n'est pas elle toute seule, c'est ceux qui sont là. Ce n'est pas pensable de développer un territoire si les personnes durablement privées d'emploi ne sont pas partie prenante. Et ça, Sylvie Levden va peut-être pouvoir nous le confirmer. Vous avez un micro, Sylvie. Vous êtes donc directrice de l'entreprise à but d'emploi du 18e à Paris. Elle a un nom, cette entreprise ? Non. Ah. C'est bon. Elle s'appelle Active 18. Voilà. Et donc, elle existe depuis quand ? Faites-nous un petit peu la fiche signalétique de votre entreprise à but d'emploi. Et après, je vous demanderai de réagir sur ce qu'a dit Pierrette et sur justement le fonctionnement de votre point de vue à vous, de directrice, sur le fait d'employer les gens de manière inconditionnelle, etc. Alors, nous, l'entreprise à but d'emploi a démarré vraiment ses activités en décembre 2022, donc sur un rythme qui n'a rien à voir avec ce que vous venez de présenter. On a commencé à peu près en même temps, mais et qui déjà nous paraît énorme. Donc, en décembre 2022, on a embauché 11 personnes, qui étaient 11 personnes qui portaient le projet, donc qui étaient volontaires et qui ont porté le projet la plupart pendant 2 ans, donc bien avant que moi j'intervienne dans le projet. Moi, je suis arrivée dans le projet à peu près un an avant, pour préfigurer l'entreprise à but d'emploi avec les volontaires qui étaient déjà impliqués. Donc certains y étaient déjà depuis 1 an. Et on a ensuite accueilli une deuxième vague de salariés, donc 7 salariés en plus en mai dernier. Donc là, on est à ce jour à 18
salariés conventionnés, avec un encadrement de 3 personnes. Donc j'ai un adjoint avec moi et une coordinatrice. Et là, on s'apprête à recruter encore 7-8 personnes à peu près d'ici la fin de l'année, qui sont donc dans les préparatifs avec nos partenaires de l'emploi depuis un moment. Et également 2 personnes de plus pour l'encadrement, ça en prévision de la suite, puisque l'année prochaine, on a pour objectif, et je suis assez convaincue qu'on va y arriver, d'embaucher 25 personnes en plus. Donc ça, pour nous, c'est déjà un rythme important, pour vous, un peu moins. On est donc dans le 18e arrondissement de Paris. J'imagine qu'il y a beaucoup de Parisiens par ici, donc je n'ai pas trop besoin d'expliquer le contexte, mais une zone très dense, une zone compliquée, qui n'a pas bonne réputation. On connaît la colline du Crac, on connaît les campements de migrants, etc. Donc c'est comme ça qu'elle est vue. Une zone aussi en plein travaux, enfin des énormes travaux, ça veut dire très peu praticable. En fait, c'est une zone d'1 km², notre zone d'activité, mais très peu praticable. À vol d'oiseau, on a l'impression que tout est à côté, et en fait, tout est compliqué. Des boulevards ne sont pas traversables, des bus sont en arrêt, voilà, donc c'est assez compliqué. On a donc comme principales activités, on a ouvert une friperie. Alors, on parlait de non-concurrence. À Paris, il y a des friperies partout. Et en fait, dans notre quartier, quand même, on estimait qu'il n'y en avait pas. Alors, tout dépend de ce qu'on entend par quartier, mais au pied de chez nous, là où les gens peuvent se déplacer sans difficulté, il n'y a rien, en fait, il n'y a aucun commerce. Et effectivement, on a constaté, quand on a ouvert notre friperie, que tous les jours, on a des habitants qui viennent nous déposer des vêtements et qui nous disent « Ah bah, ça fait des années que j'ai ça dans mon placard » ou voilà, ou « je ne savais pas où aller les déposer », etc. Donc, on a cette activité-là, qui est notre activité vraiment en propre, qui est une ressource qui dépend que de nous. Et ensuite, on a une activité dont on est très fiers, qui est un peu innovante par rapport à ce qui se fait ailleurs. Enfin, c'est une activité donc, en direction des personnes âgées qui vient d'une autre expérimentation. En fait, notre expérimentation a rencontré une expérimentation qui nous précédait, portée par un collectif qui s'appelle Vieillir Vivant. Et leur idée, c'était de réfléchir à comment est-ce qu'on peut vieillir mieux dans ces quartiers-là. Surtout, ça a commencé, les idées ont germé au moment du Covid. Et donc, il y avait un collectif pluriartistique qui portait ça, donc qui s'appelle Vieillir Vivant, et qui testait avec des modalités très différentes. Donc il y avait des crieurs de rue, des comédiens, des urbanistes, designers, etc., qui s'installaient un peu dans les cours d'immeubles avec en général des vêtements assez voyants, avec tout un équipement un peu bricolé pour attirer l'attention, et qui allaient au-devant des personnes âgées surtout, en leur demandant comment on faisait la fête dans votre quartier avant, comment c'était dans votre quartier, de fil en aiguille, monter un peu dans les appartements, envoyer des photos de famille, etc. Et donc, voilà, toute une projection s'est faite. Et ils sont arrivés avec une liste de 8 métiers imaginaires, en se disant, on pourrait réfléchir à ces métiers-là pour vivre mieux dans ces quartiers. Et on a un bailleur qui a choisi un de ces métiers, donc il a appelé veille sociale. Aujourd'hui, on appelle un peu veille sociale mobile. Et nous, c'est celui-là auquel on a participé en prêtant un peu notre main-d'œuvre à cette expérimentation qui était en cours. Maintenant, l'expérimentation est à peu près terminée. Et donc, nous, on essaye d'en faire une activité qu'on est en train de construire. Et donc le principe, c'est on s'installe dans les cours d'immeubles avec un chariot un peu bricolé avec du café, du thé, des petits gâteaux faits maison, avec parfois une machine à coudre et des tissus récupérés. On commence à créer une banderole de fanion en demandant aux personnes de nous rapporter les tissus qu'ils ont, en proposant tout type d'activité qu'on sait faire. Donc ça peut être du massage de main, ça peut être discuter dans la langue du pays, ça peut être des choses très diverses, ou ça peut être aussi monter chez vous pour vous aider un peu à faire du tri dans vos papiers, ou bien petit à petit, on pourrait passer toutes les semaines chez vous, prendre des nouvelles, ou vous appeler, savoir de quoi vous avez besoin et comment vous allez. Et donc ça, on commence à le développer pas mal avec des financements globaux et avec le soutien des bailleurs sociaux qui sont bien convaincus qu'il y a un vrai enjeu à lutter contre l'isolement, on en parlait tout à l'heure, à prévenir l'isolement et à prévenir toutes les difficultés que ça implique. Donc ça, c'est une activité qui emploie beaucoup de monde et qui est une de nos ressources essentielles. Après, on a d'autres activités un peu de médiation, on participe à des enquêtes, on mène une mission de sensibilisation sur le tri des déchets, le réemploi, etc. Et on est en train de tester, de commencer et de développer 2 activités qui vont devenir très importantes pour nous. Une autour de l'alimentation durable, avec les prémices d'un restaurant, d'une petite cantine de quartier, et l'installation d'une halle de réemploi réemploi, fabrication. Une halle qui avait déjà été construite à partir de matériaux de réemploi, qui avait été construite comme un kit réutilisable,
qui a eu une durée de vie de 2-3 ans sur un site temporaire dans le 16e arrondissement, et que là on a déplacé, et que donc qu'on reprend, qu'on va remonter et qu'on va refaire vivre avec un projet un peu similaire, mais d'une autre manière, parce qu'adapté au 18e arrondissement, avec l'idée de travailler tout un tas de matériaux, donc le métal, le bois, le textile, le petit électroménager, avec les acteurs du quartier, les professionnels qui sont déjà sur ces sujets-là, avec des voisins qui seraient intéressés, avec nos salariés qui ont envie de développer ces compétences, etc. Donc voilà nos principales activités à ce jour. Moi, je vous redonnerai la parole tout à l'heure, mais je voulais aussi témoigner, puisqu'il se trouve que je suis venue vous voir dans la friperie et on a été ensemble dans la fameuse cantine. Et j'ai vu des gens heureux, en fait. J'ai vu des salariés qui, comme vous le disiez, ils m'ont parlé des différentes activités, parce que ceux qui étaient dans la friperie pouvaient aussi parfois aller s'occuper des gens dans les cours d'immeubles, et des gens qui avaient la responsabilité de faire quelque chose, de prendre soin des gens, ou alors de servir et de fabriquer à manger. Ça, leur sourire parlait pour eux. Donc effectivement, le fait d'avoir un travail décent, là, c'était juste une évidence. On sentait qu'ils avaient, en tout cas, voilà, ils étaient responsables, ils faisaient visiter leur entreprise. Enfin, on sentait une autonomie et voilà, une joie d'être là. Et cette joie d'être là, je l'ai entendue aussi quand je vous ai appelé, Xavier Oliveira. Être là. Moi, je ne vous ai pas vu en fonction, hein, mais en tout cas, vous m'avez raconté un peu votre parcours. Je voudrais que vous le fassiez ici, que vous expliquiez en quoi le fait d'avoir rejoint une entreprise à but d'emploi et d'avoir participé à différents projets, après un parcours professionnel long et pas forcément compliqué, d'ailleurs, parfois qui a été riche aussi, en quoi d'intégrer cette entreprise à but d'emploi, vous, c'est dans le 20e arrondissement, hein, vous a permis de retrouver de la dignité, de l'entrain, etc. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de se redresser, de se retenir droit. Ça fait mal, ça fait encore, voilà, mais ouais, ça donne envie de... Allez, on y va, cette fois-ci on y retourne. Et c'est vrai que mon parcours, il peut être un peu particulier par rapport à la plupart des autres collègues que j'ai au sein de l'entreprise, parce que moi j'ai eu une carrière professionnelle. J'ai eu une carrière dans le sens où j'ai fait des études avec ce que j'avais envie de faire, et j'ai exercé un métier derrière, et tout ça, ça a duré plus de 25 ans, et avec un plaisir d'y être, un bonheur, un épanouissement total. J'étais né pour ça, pour être jardinier paysagiste, et ça, j'ai pu l'exercer. Et ça donne quelque chose. Ça me donne une base. Je vois un peu la différence avec d'autres collègues qui peuvent être au sein de la compagnie du 20e, les BE dans laquelle je travaille. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que tout ça pouvait être un peu cas. J'ai eu mon entreprise pendant 14 ans. Moi, je m'y éclatais comme un malade, mais en face de moi, on me disait que non, c'était pas très sérieux finalement. Je faisais à peine 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Je dégageais 3 000 euros de bénéfices par an. Mais moi, ça m'allait très bien. Hein. J'exerçais vraiment professionnellement. J'avais une montée en capacité, en compétences, et sur tous les plans, je m'éclatais. Je m'éclatais autant à faire des plans qu'à conduire une mini-pelle, qu'à utiliser la bêche. Enfin voilà. Mais effectivement, 3 000 euros par an, ça suffit pas. Et il a fallu que j'arrête. Et puis derrière, alors j'ai choisi. Là, j'ai à nouveau choisi d'être 4 ans père au foyer. C'était une vraie démarche, à nouveau. C'était un choix de ma part. J'avais mon deuxième fils qui arrivait au collège. Et voilà, moi, j'y vais. J'ai fait, bon. Et puis, non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que faut gagner sa vie. Quelqu'un qui ne gagne pas sa vie, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que vous avez besoin d'argent ou c'est aussi le regard des autres et le regard sur vous-même? Non. Moi, d'un point de vue revenu, alors pour être très clair, quand je dis non, il faut être honnête jusqu'au bout, mais ça ne va pas, pas d'un point de vue revenu pur, puisque ma femme gagne un salaire qui nous permet de vivre tous les 4. En revanche, ça crée une situation de dépendance. Ça crée une situation où la relation n'est plus tout à fait la même. Il y a des moments où, non, là, on ne va pas trop discuter, parce que si jamais on s'engueule vraiment et puis on se sépare, effectivement, là, ça me met bien dans la merde. Excusez-moi l'expression. Donc
Oui, enfin, c'est vrai que ça va pas. C'est vrai que ça va pas dans un hypothétique ou une hypothétique situation qui n'existe pas encore. Mais effectivement. Il y a aussi le regard des autres, parce que en général, quand on est en train de boire un café avec Bien des sûr. amis ou de dîner avec des amis, on demande « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Mais tant que vous êtes actif, tant que vous êtes vous faites quelque chose que vous avez choisi, que ce soit, j'ai choisi d'être entrepreneur, j'ai choisi d'être père au foyer, j'ai choisi après, derrière, j'ai travaillé avec Lulu dans ma rue, j'ai travaillé ensuite avec une autre entreprise dans l'économie sociale et solidaire. Tant que je choisis, je peux être présent sur la table, donner mon avis, et puis dire ah ouais mais non, mais puis si, bah si quand même. Enfin, j'ai choisi, je ne subis pas. Mais le jour où, en fait, je suis passé d'une situation de chômage, une situation temporaire. J'ai eu plein de petites comme ça situations temporaires, mais sur l'ensemble, ça n'allait pas. Mais bon, donc le jour où j'ai compris que j'étais passé d'une situation de chômage où j'avais encore de la perspective, je peux faire une formation qui me permettra d'aller trouver du travail, à un statut de chômeur. Je ne suis que chômeur. Je ne peux plus envisager quoi que ce soit parce que de toute manière, c'est devenu trop dangereux. Parce que mon problème, c'est pas de trouver un emploi. Mon problème, c'est de le garder. C'est de ne plus le perdre. Je ne peux plus me permettre de perdre un emploi. Personnellement, c'est fini. Ça, c'est terminé. Et alors justement, comment vous avez rencontré Territoire Zéro Chômeur et cette entreprise à but d'emploi ? Eh ben, Pierrette en a parlé tout à l'heure. C'était au moment du début, quand ils ont lancé la préfiguration sur le territoire. Un matin, alors pour la petite histoire, un jeudi matin, ma femme part travailler et me dit « Ah merde, à 17h au collège, il y a un film sur Territoire Zéro Chômeur. » Elle en avait entendu parler. J'aurais bien aimé le voir, je pourrais pas. Puis tout d'un coup, elle se tourne vers moi, puis elle me dit alors j'étais inactif à l'époque, j'étais déjà au chômage, et elle me dit va voir, ce serait bien que tu y ailles. Je me dis putain, c'est bon quoi. Des propositions, il y en a. Il y avait une deuxième chose, c'est que j'étais aussi dans une étape où ce que je disais à Pierrette tout à l'heure, le chemin salon porte d'entrée, il était devenu énorme. C'était une grosse action dans ma journée. Bon, voilà. Et puis après, en réfléchissant, alors il y a toujours un peu cette musique parce qu'on l'a toujours en nous, ce truc, même si on se blinde, même si on se protège, on a toujours ce enfin, c'est pas sérieux, t'es pas sérieux, c'est pas sérieux, fais un effort, reste pas comme ça. Enfin, il y a toujours ce petit truc qui traîne au fond de soi, même si vous êtes bien protégé, blindé, fermez des portes. C'est pour ça d'ailleurs que vous finissez par vous isoler. Tout devient reprochant. Tout devient bonjour, comment tu vas? Ah bah non, je vais pas bien. Ah bon, tu vas pas bien? Pourquoi tu vas pas bien? Parce que je travaille pas. Ah, tu travailles pas? Ah bon, mais comment ça? T'es jardinier. Jardinier, espace vert, il y a du boulot. Et qu'à traverser la rue. Ben non, moi je bosse pas. Donc tout devient, voilà. Donc c'est pour ça que petit à petit vous réduisez, vous arrêtez d'aller jusqu'à, alors moi en ce qui me concerne, jusqu'à l'avenue Gambetta, jusqu'à la place Gambetta, puis après vous traversez plus le boulevard, puis après parce que voilà. Et mais donc, vous êtes quand même allé voir le film. Quand même, voilà. Il y a un moment donné, je me dis, bon, à la limite, ça va me donner une occupation dans la journée, je vais aller voir le film, je suis allé voir le film, et depuis, je suis pas ressorti. Ah bah, alors là, tout d'un coup, c'était long et c'est devenu trop rapide. Alors, vous n'êtes pas ressorti, c'est-à-dire que vous êtes dit, si ça existe dans mon quartier... L'esprit qui ressort dans ce film. On abordait la question tout à l'heure du CDI. On n'est pas des naïfs. Un CDI, ça protège de... Enfin, moi, aujourd'hui, ma perception, ça protège de rien. Le jour où il n'y a aucune entreprise, et j'espère qu'il peut dire à quelqu'un, demain, je te signe un emploi jusqu'à la fin de ta vie. T'es tranquille, t'inquiète pas, je me charge de tout. C'est fini. Mais ça met un esprit. Ça met un esprit au départ. Et là, ça donne envie de retourner voir. Et là, ça donne envie de s'accrocher. Et là, ça donne envie de dire, je vais avoir mal, mais j'y vais. Et alors, aujourd'hui, vous êtes donc salarié de cette entreprise à but d'emploi dans le 20e. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous fait dire que vous faites un emploi qui est décent, qui est digne, qui vous apporte de la fierté ?
Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est très simple. On est au début de notre installation, donc on a pas mal de travaux à faire. Et donc, moi, ancien artisan, je participe beaucoup aux travaux. Et donc, voilà. Après, toujours la même chose, par appétence et par les compétences que j'ai acquis au cours de mon parcours professionnel, on a différentes petites actions qu'on appelle des actions d'aller vers. On travaille avec les bailleurs sociaux qui souhaitent mener des enquêtes auprès de leurs habitantes et leurs habitants. Et donc on fait ce qu'on appelle des pieds d'immeuble. On se met en bas dans la cour et voilà, on fait pour le compte des bailleurs sociaux des enquêtes. Donc ça, c'est ce à quoi je participe moi. Et il y a une autre activité, une très belle activité qu'on fait, on travaille avec le cimetière du Père-Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise, c'est plus de 3 millions de visiteurs par an. C'est le 3e lieu le plus touristique sur Paris. Ouais. La problématique, c'est que ça reste un cimetière. Donc ils ne peuvent pas se permettre de développer des activités officielles installées en tant qu'accueillant du public. Mais en même temps, ils veulent rester un lieu ouvert. Et donc, ce qu'ils ont expérimenté, eux, l'année dernière, et puis ils le reconduisent cette année avec nous, c'est en fait, on distribue des plans du cimetière à l'entrée. Et donc, on remet aux touristes un plan en leur expliquant, il y a une liste de personnalités qui sont enterrées. Voilà. Et donc, je participe aussi à cette activité-là. Puis après, c'est selon les besoins. Moi, j'ai pas d'activité vraiment précise parmi celles qui sont qui ont déjà été commencées ou en perspective, ou en projet. Ouais. Pardon, non, je vais prendre celui de mon voisin. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans votre regard sur vous-même? J'en suis pas là. Ah, vous me disiez quand même, moi je dis tout aux gens, hein, quand on a préparé cette table ronde, vous me disiez maintenant quand je vais boire un café, je me sens en droit de le faire. Ah oui, alors oui, ok. Oui, mais ouais. Alors, vous voyez, c'est plein de choses dont je ne suis pas conscient. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent dont je ne suis pas conscient et il me faut le regard des autres pour le coup pour me dire. Oui, effectivement, un samedi, il y a 2 semaines, je pars faire des courses, je reviens, je m'installe à une terrasse et là je prends une photo et je l'envoie sur le groupe WhatsApp en disant juste je suis bien, je suis légitime à être assis. Voilà, effectivement. Eh ben c'est pas rien, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Passez le micro à votre voisine, à Sylvie. Est-ce que vous en avez vu beaucoup parmi les gens qui sont embauchés dans votre BE ou qui vont l'être, être comme ça en train de revivre? Est-ce que vous avez vu des gens se transformer? Oui, beaucoup. Beaucoup, et c'est très étonnant. De manière très différente. Alors certains, on capte des choses qu'ils disent, et puis certains, on voit. On voit qu'ils sourient, on voit qu'ils prennent des initiatives, on voit qu'ils commencent à prendre soin d'eux. C'est vraiment très flagrant. Et on a, par exemple, nous, on avait une personne qui a participé très activement à toute la période de préfiguration. C'était un couple d'ailleurs. Et les deux travaillaient dans le nettoyage, donc les deux avec des horaires assez folles. Et elle, notamment, elle partait de chez elle à 5h du matin pour travailler, je pense, à l'autre bout de Paris, pour quelques heures. Et puis elle refaisait la même chose l'après-midi, en fin d'après-midi. Donc elle venait à nos réunions qui étaient souvent l'après-midi. Elle était là tout le temps, mais elle dormait. Elle était épuisée. Et là, ses réactions, ce qu'elle nous dit ou ce qu'elle dit aux gens qui l'interrogent, c'est ça y est, maintenant je vois mes enfants s'extasient que je puisse leur préparer le petit déjeuner. Je commence à plus être fatiguée. Alors elle commence, parce qu'elle a commencé en décembre avec nous. C'est vrai qu'elle dort moins maintenant, mais au début, ça arrivait assez souvent qu'elle garde ce rythme elle s'endormait au travail. Et voilà, donc elle, c'est vraiment flagrant. Et on la voit sourire. Très étonnant. Monsieur de Virville. Je voulais juste souligner la question de l'embauche sans condition. On ne le recrute pas dans les EBE, on embauche sans condition. Et il y a 2 aspects de ça. Dans le chômage de très longue durée, c'est l'expérience que chaque fois qu'on est chaque fois qu'on met sa candidature, on est rejeté. Donc c'est un jugement qui est terrifiant sur soi-même. L'embauche sans condition casse ça. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, si on est embauché sans condition, ça veut dire qu'il va falloir construire l'activité, puisque
dès qu'on exerce une activité, il y a des conditions, il faut y travailler. Donc on casse le jugement et on ouvre l'activité. Et donc ça, c'est ça qui est le levier, et ça a évidemment tout à fait à voir avec le travail décent. Absolument. Xavier? Je voudrais juste effectivement rajouter quelque chose dans ce que vous disiez. Moi, l'importance aussi qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, là, je peux y aller. Là c'est bon, je peux réessayer. Alors qu'en plus, comme Pierrette l'expliquait tout à l'heure, toute la phase de préfiguration, il n'y a rien de certain, on s'engage sur rien de peu. Voilà. Moi, j'ai l'impression de ne plus être embauché pour ce que je sais faire aujourd'hui. J'ai l'impression d'être embauché aussi pour ce que je saurais faire demain, ou ce que je pourrais faire demain. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai une perte de confiance dans l'entreprise traditionnelle, dans le sens où j'ai trop le sentiment que si jamais je vais voir quelqu'un, c'est uniquement par rapport aux besoins d'aujourd'hui. Et pas à ce que je serai demain. On embauche des personnes, pas des gens pour faire une seule fonction, en fait. Alors, désactivez tout de suite. Activez le mode avion, s'il vous plaît, monsieur. Pierrette, vous, dans le territoire, comment on regarde l'entreprise à but d'emploi? Parce que c'est quand même une énorme boîte, du coup. C'est un projet qui doit marquer quand même le territoire. Vous devez être un acteur maintenant connu, reconnu. Comment ça se passe? C'est assez ambivalent, effectivement. D'abord, soyons clairs, évidemment, la municipalité est à nos côtés. Mais le conseil municipal dans son ensemble n'est pas à nos côtés. Donc on a des détracteurs, des personnes qui viennent régulièrement démontrer que nous faisons concurrence sur telle ou telle activité en cherchant à nous restreindre. Bon, je ne donnerai pas d'exemple, c'est pas nécessaire, c'est trop anecdotique. Moi, j'ai envie de témoigner, de revenir sur le témoignage du petit café permis en terrasse. On se retrouve parfois en terrasse, nous aussi, entre collègues, et soudainement, on se dit « Ah, mais quand on était chômeur et qu'on buvait une bière, on était des fainéants. » C'est clair. On était en terrasse, qu'est-ce qu'il fout, quelle heure il est, etc. Là, on a fini notre journée de travail, on vient célébrer la fin de la journée de travail, on est au même endroit, on boit la même consommation, et le regard est différent. Mais c'est tellement fou. Alors après, comment est-ce que l'entreprise est perçue? Il y a le côté positif, le regard positif qui est porté sur l'entreprise, c'est waouh, 145 personnes salariées dans la même entreprise. Je crois qu'on est devenu le plus gros employeur. Je crois que même Super U, oui, voilà. On est censé être devenu le plus gros employeur, mais on est géré par une association. Okay, on n'est pas une entreprise d'économie marchande. Donc voilà, on ne peut pas trop se comparer non plus avec l'existant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à ce sujet? Comment nous sommes perçus? Honnêtement, je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois, c'est 145 personnes qui ne se connaissaient pas avant, qui vivaient toutes seules dans leurs problématiques. Alors, pas 145, parce que l'équipe de direction n'a pas connu forcément le parcours que nous, on a connu. Et pour le coup, on était tous seuls dans nos galères, voilà, à souffrir, mais vraiment à souffrir. La ville était qualifiée de ville pauvre, vraiment, il n'y a rien à faire ici, etc. Et maintenant, on se retrouve tous ensemble, on se croise dans la rue, ça va. C'est devenu même... Alors moi, je suis chargé des relations publiques au sein de l'entreprise. Je suis porte-parole de l'entreprise et garante des valeurs territoire zéro chômeur au sein de l'entreprise. Ce qui veut dire que le fait de traverser la ville, parfois, peut me prendre 1 heure. Et donc, voilà, moi je vois ce que ça change. Effectivement, tu parlais des sourires tout à l'heure, mais on n'a plus la même face, on n'a juste plus la même face. Bah voilà, s'il fallait démontrer que Territoire Zéro Chômeur, cette expérimentation donnée, c'est même au-delà du travail décent, c'est au-delà de la dignité, ça
c'est un facteur de transformation sociale. Et est-ce que vous diriez que c'est un facteur d'exigence aussi? C'est-à-dire que quand on a je m'adresse aux salariés, mais aussi à la directrice et peut-être aussi à vous, quand on a goûté au fait d'être considéré dans son travail, de co-construire ce qu'on veut faire, de faire des choses qui ont du sens, qui ont une utilité sociale, qui sont dans le fait de prendre soin des autres et des territoires, est-ce qu'on pourrait accepter de redevenir un pion qui fait des choses au coup par coup, de manière avec des ordres arbitraires? Ça transforme les gens aussi, ça transforme l'exigence peut-être. Je vais en profiter pour répondre. Je tenais un propos mercredi auprès de parlementaires et cette phrase m'est venue. Je leur disais ne permettez pas qu'un simple chiffre sur une ligne budgétaire me ramène à ce qu'était ma vie avant de rencontrer TZC. Ça n'est pas possible. Le fait d'être ici, d'avoir été invité à prendre la parole, cette histoire de charger des relations publiques, mais jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie. Je veux dire, tout ce que, et je rejoins le témoignage qui a été donné tout à l'heure, toutes ces compétences que je ne savais pas que j'avais. Et c'est juste ça. Il n'y a aucun employeur, et bon, alors évidemment, on a oublié de parler aussi de l'âge. À partir d'un certain âge, je n'étais plus sollicité, ça n'intéressait plus personne. Mes compétences, oui, tiens, on va prendre la petite jeune à côté, ou bon, voilà. Ne plus être sollicité, mais c'est violent. Et moi, ce que j'ai trouvé auprès de ce projet, c'est que tout d'un coup, on venait me re-solliciter. Ce projet d'expérimentation vient nous re-solliciter, nous. Et quand il a fallu constituer le comité local pour l'emploi et de se retrouver avec des instances qui étaient habituées à nous percevoir d'une certaine façon, avoir un certain discours lénifiant auprès de nous, et que je n'ai rien lâché, qu'on n'a rien lâché, et qu'on a fini par convaincre ces personnes que c'était ça qu'il fallait sur le territoire, voilà, c'est le plus bel exemple. On peut pas faire mieux, on ne peut pas dire mieux. Et peut-être que toi, tu vas le faire. Et après ça, on demandera à Michel Virgule s'il a assez d'arguments maintenant pour aller défendre le budget. Parce que là, je pense qu'on en a donné pas mal. Hein. Je ne manque pas d'arguments pour défendre le budget. Hein. Non, il y a un point sur les entreprises à but d'emploi, elles sont subventionnées, mais elles gagnent de l'argent. Et elles gagnent de l'argent. Le fait qu'elles gagnent de l'argent, c'est pas du tout anecdotique. Je veux dire, moi, je suis persuadé que la voie du travail est... Quand je travaille, qu'est-ce qui fait que je juge que mon travail est de qualité? Mais il y a aussi ça. Il y a des gens qui achètent. Et je disais ça par rapport aux bailleurs sociaux. Parce que assez souvent, on travaille pour les bailleurs sociaux. Par exemple, quand on s'occupe de personnes âgées et qu'on les accompagne, il n'y a pas de budget. En fait, le fait qu'on produit un service fait que ce service va progressivement se transformer en une subvention et que ce travail va acquérir une véritable qualité. Mais il avait déjà cette qualité-là avant, mais elle n'est pas reconnue au départ. Et c'est là où il y a de la construction dans l'entreprise. Elle change le réseau de circulation de l'argent autour de l'entreprise à but d'emploi, et ça, c'est transformateur. Absolument. Ça, j'imagine que Sylvie, vous pouvez confirmer. Oui, et puis c'est vrai que sur cette activité d'aller vers les personnes âgées, on est exactement dans la situation où nos salariés se rendent compte qu'ils savent faire des choses, mais ils ne savaient pas que ça avait une valeur de savoir faire ça. Et là, en l'occurrence, notamment ceux et celles surtout qui travaillent sur ces activités-là, ce qu'elles savent faire très bien, c'est s'arrêter au milieu du trottoir et discuter pendant un quart d'heure sur comment ça s'est passé, comment vont les enfants, et vous avez vu ça, et moi je connais ça, parce qu'ils ont cette connaissance du quartier, cette connivence sur tout ce qui se passe
passe dans le quartier. Et du coup, le lien se crée, le lien de confiance, il se revoit. Et petit à petit, on peut aller un petit peu plus loin avec cette personne où elle revient nous voir pour participer à différentes activités. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'elle sait faire des choses, qu'elle sait coudre, qu'elle sait faire des tresses, qu'elle sait aussi parler dans un dialecte dont on a besoin pour parler avec une voisine. Donc on la sollicite, ou elle connaît un endroit qu'on a besoin de visiter parce qu'on cherche à découvrir un petit peu les lieux de réemploi dans notre quartier. Donc elle nous amène. Voilà. Et tout ça, ça vient parce que on a des salariés qui sont capables de s'arrêter, de prendre du temps, de parler un peu de l'air du temps, de plein de choses que nous, on ne sait plus faire parce qu'on est toujours trop pressés. Et ça a une valeur très très importante puisque ça nous permet d'entrer en contact avec ces personnes âgées qui n'avaient plus beaucoup de contact avec leur quartier, qui restaient très enfermées chez elles. Et voilà, petit à petit, on peut remplir notre mission qui est de repérer un peu quels sont les besoins. Est-ce que cette personne a besoin d'accéder à telle aide qu'elle n'a pas ? Cette personne a besoin de savoir se servir de son téléphone pour rester en contact avec sa famille. Cette personne a besoin peut-être de réadapter quelque chose dans son logement. Voilà. Et ça part tout ça de cette compétence juste de sociabilité, de savoir entamer une conversation avec les gens du quartier. Merci. Je pense qu'il doit y avoir plein de questions. Est-ce qu'on passe la parole à la salle ou est-ce qu'il y a encore des choses à développer ? On va passer la parole à la salle. Merci. J'aimerais avoir un peu plus de précision sur la question un peu de la solvabilité de la demande. On a bien compris qu'il y avait des besoins locaux, des choses qui ne sont pas résolues ni par le marché ni par le monde associatif. Vous arrivez à les identifier, mais comment ces besoins que vous arrivez à répondre deviennent solvables, qu'il y a derrière des possibilités de financement et de répondre de manière... vous disiez, ces entreprises gagnent de l'argent. Comment on transforme ces besoins qui sont un peu cachés en une offre de service qui tient la route ? En fait, d'abord, il faut bien voir quelle est la situation. La situation, c'est que la subvention versée par le fonds d'expérimentation, mais le fonds d'expérimentation, il ne fait jamais que de prendre de l'argent dans les caisses de l'État et le verser à l'entreprise à but d'emploi. Cette subvention-là n'est pas suffisante. Pour que l'entreprise tourne, il faut que l'entreprise gagne des ressources supplémentaires. Et cette nécessité, moi je pense, c'est un élément très très fort de la dynamique du projet. Alors après ça, comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? C'est une question que tous les chefs d'entreprise se posent. Il y a des cas où on a des clients. Alors c'est les clients qui payent. Mais vous voyez l'exemple sur le bailleur social. Au départ, le bailleur social, il se croit très généreux parce qu'il, non pas il donne de l'argent, mais il donne de l'activité à l'EBE. Mais après ça, au bout de 3 ou 4 ans de fonctionnement, le bailleur social, il n'imagine plus de pouvoir fonctionner sans cette activité, et donc il est prêt à payer pour. Ça c'est un décalage qui se fait dans le temps, et c'est un décalage qui est très important, et c'est là où on a un rôle de transformation. C'est-à-dire on donne une valeur marchande à quelque chose qui a une valeur sociale qui est évidente, mais qui n'a pas de valeur marchande. Donc c'est ce travail-là que les EBE font sur leur environnement. Et c'est aussi pour ça que ça doit être local. Parce que ce travail-là de transformation, c'est une activité locale. Ça ne peut pas se faire en haut. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de décliner les activités au sein de l'entreprise. Alors effectivement, une entreprise à but d'emploi doit trouver un équilibre économique à un moment. Ça, c'est certain. Et pour le coup, nous avons 3 pôles productifs et un pôle support pour soutenir les 3 pôles productifs. On a un pôle de production alimentaire avec une culture en bio intensif qui est destiné essentiellement aux collectivités pour ne pas faire concurrence aux producteurs locaux. Donc nous fournissons, nous avons produit pour notre première année, je n'ai plus le tonnage, mais ça se compte en tonnes de légumes, et nous avons pu fournir la gendarmerie, l'hôpital, le lycée, voilà, donc ça c'est un bien. Et il y a tout le pôle
réemploi, recyclage. Bon, je ne vais pas vous décliner tous les secteurs dans les pôles parce que là, ça nous prendrait trop de temps. Je vous ai cité la production alimentaire, mais il y a de l'arboriculture, du maraîchage à façon, une conserverie. Voilà. Le pôle réemploi, recyclage, en fait, c'est ça, on l'a presque précisé tout à l'heure. Il y avait des structures de l'économie sociale et solidaire sur l'ODEV. Il y avait une recyclerie qui a choisi d'intégrer l'entreprise à but d'emploi. Il y a une partie de terre en partage qui avait deux volets, les jardins partagés et la gestion des composteurs. La gestion des composteurs est rentrée dans l'entreprise. Donc, sensibilisation, éducation à la récupération de tous nos déchets organiques. Et c'est aussi un engagement au-delà du financier, parce que si l'ODEV réussit à fournir un certain tonnage de compost, alors les citoyens de l'ODEV n'auront plus, les habitants, à payer la taxe qui est nécessaire à amener le compost dans une ville très éloignée. Voilà. Donc, ce sont aussi des démarches comme cela. Donc, dans le réemploi recyclage, on a un atelier de démantèlement de fenêtres. Je vous nomme ce qui est productif, hein, puisqu'on cherchait le modèle économique. En tout cas, pas le modèle, l'équilibre. Du coup, démantèlement de fenêtres, revente de matériaux comme d'objets, comme dans toute ressourcerie, une boutique en ville. On a lancé à l'initiative de Présence Verte un atelier de récupération, hygiénisation, réparation de matériel paramédical. Je vais en oublier là tout d'un coup. Et dans le service de proximité, qu'est-ce qu'on a au réemploi aussi? Bah oui, fabrication de composteurs, puisque finalement le syndicat Centrero a donné à l'entreprise la gestion de tous les composteurs. Voilà, donc c'est ça aussi. Il y a un moment, les collectivités qui ne pouvaient plus porter certaines choses peuvent les remettre à l'entreprise. C'est une des façons de pouvoir être rentable malgré la non-concurrence. Voilà. Et après, effectivement, on a un service de proximité avec un peu tout ce que tu as cité tout à l'heure, un atelier numérique, une présence chez les particuliers qui en font la demande. On vient d'entrer une ferme pédagogique avec un service de médiation animalière. Qu'est-ce qu'on a dans le service de proximité aussi? Bah, évidemment, de l'écomobilité. On permet les déplacements dans la ville. Voilà, tout ça pour répondre à votre question, pour dire que oui, les activités, malgré qu'elles soient, ou malgré qu'elles soient non concurrentielles, peuvent finir par trouver leur équilibre économique. Oui, donc nous, on a... ça revient à ce qui vient d'être dit. On a 3 sources de revenus pour nos différentes activités. Et donc, chaque activité est construite sur un modèle spécifique ou qui peut évoluer. Mais donc, il y a les activités qui sont... Enfin, il y a une source de revenus, c'est le consommateur final, donc soit le particulier pour le cas de la boutique, ou bien on pourrait imaginer les entreprises pour lesquelles, pour l'instant, on n'a pas été très fort, mais imagine qu'elles pourront aussi devenir des clients. Et après, il y a le tiers payeur, donc c'est le système avec les bailleurs qui se rendent compte qu'effectivement, ce qu'on peut apporter, ça a une vraie valeur et qui donc nous paye, ou nous donne des missions, ou nous subventionne pour intervenir sur certains sujets. Et ensuite, il y a les subventions directes, publiques ou privées, donc d'acteurs qui se sont donné un objectif d'intervention, et notamment sur les personnes âgées. C'est une mission sur laquelle on trouve beaucoup de subventions, et sur les personnes âgées, et en particulier sur l'implication des personnes âgées en tant que citoyennes, la participation des personnes âgées. Donc voilà, on fait un mix de ces sources de financement sur chaque activité. Et je voudrais... Ah, excusez-moi, oui, alors je vais faire très vite. Je voudrais, moi, me permettre de commenter à nouveau sur la notion de l'esprit de territoire zéro chômeur de longue durée. Et en fait, dans la phase d'habilitation, une fois que vous avez que le collectif, l'association a déposé le dossier, est prévu avant l'habilitation un rendez-vous, notamment une rencontre avec un représentant du fonds qui vient nous voir, et pour rencontrer les futurs bénéficiaires d'expérimentation. Et cette question nous a été posée, à nous les bénéficiaires.
le côté. Mais est-ce que, grosso modo, est-ce que vous avez aussi, enfin c'est important que vous ayez en tête que vous allez être une entreprise, pas juste un lieu d'accueil ou machin, une entreprise, et donc il va falloir quand même dégager du chiffre d'affaires et notamment pouvoir participer à une certaine hauteur dans les rentrées d'argent. Et ça nous a permis de lui dire que pour nous, c'était hyper important qu'il y ait ce côté où il fallait qu'on génère, nous, du chiffre d'affaires. Parce que, oui, pour nous aussi, c'est important. On est une entreprise. On n'est pas une association qui nous accueille parce qu'on a des difficultés. On est là pour générer de la valeur et pour créer et avoir un emploi derrière qui crée de la valeur. Donc, voilà, c'était par rapport à cette notion plus esprit que... Pour prolonger, on suit les entreprises à but d'emploi, comme toutes les entreprises, elles ont des comptes. Donc on suit l'évolution des comptes des entreprises. Et on constate, ce qu'on constate dans toutes les entreprises, c'est que les entreprises, quand elles sont sur des activités qui ont un peu de pérennité, elles sont de plus en plus efficaces. Et la part de chiffre d'affaires dans les comptes des entreprises à but d'emploi, on le sait pour la première expérimentation, puisqu'on avait 5 ans et maintenant 7 ans, presque 8 ans. Le fait de gagner de l'argent, on en gagne de plus en plus. Donc c'est quelque chose qui est... C'est là où on voit que c'est vraiment une activité, c'est pas quelque chose d'artificiel, c'est véritablement une activité, et qui est une activité qui connaît un développement. Une entreprise, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de vivant. Pour donner un ordre de grandeur, peut-être nous, les subventions dans le cadre, automatiques dans le cadre de territoire zéro chômeur longue durée, ça représente à peu près 70% de nos ressources à ce stade jusqu'à l'année prochaine. Le chiffre d'affaires, c'est autour de 10%, le chiffre d'affaires qu'on produit vraiment, d'activités qu'on vend ou de services qu'on vend. Et puis le reste, c'est un mix entre des subventions à l'activité, ou voilà, c'est surtout des subventions à l'activité. Oui, moi j'avais une question, c'était, au regard de vos témoignages dont je vous remercie, c'est vraiment super intéressant. En regard d'une remarque que M. de Verville a faite au début, qui m'a un petit peu étonnée d'ailleurs, vous faisiez référence aux entreprises d'insertion par l'activité économique en disant on fait le même métier. Moi, je n'avais pas tout à fait le sentiment que TZ, c'était le même métier que les entreprises d'insertion par l'activité économique. Et du coup, ça m'amène à une question pour ceux qui travaillent dans les EBE. Est-ce que vous avez le sentiment que le passage par l'EBE, c'est qu'un passage et que l'objectif de l'EBE, c'est de vous permettre de rebondir et d'aller ensuite dans, je dirais, une entreprise normale, enfin, excusez-moi de l'appellation, j'en trouve pas d'autre, ou est-ce qu'il y a vraiment un attachement à l'EBE et que finalement les gens qui y sont, ils y sont bien et que au-delà de CDI, pas CDI, je ne parle pas de la forme du contrat, mais bon voilà, ils ont plutôt envie de rester parce que c'est pas une entreprise comme une autre quand même. Si je peux me permettre, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au même métier ? Je ne me plaçais pas du tout du point de vue de l'expérience des gens qui sont dans l'IAE ou les EBE. Je me plaçais du point de vue de ceux qui font tourner l'IAE ou les EBE. C'est des directions, si vous voulez, des IAE et des EBE. C'est vraiment tout à fait le même métier. Et moi, j'espère, à terme, que tout ce monde-là sera, je dirais, dans le même ensemble et que tout le monde bénéficiera de ce dont nous bénéficions, c'est-à-dire la capacité d'embaucher sans condition et la capacité d'offrir un emploi qui est un emploi durable. J'ajoute juste un élément pratique. Je ne vais pas faire des statistiques, mais en gros, il y a pas loin de la moitié de ceux qui rentrent dans les EBE qui n'iront pas dans l'économie marchande. Parce que leur situation personnelle, le degré de handicap qui est le leur, le fait qu'ils ne peuvent travailler qu'à temps choisi, et un temps choisi qui ne sera pas accepté par l'économie marchande, tout ça, ça fait que on sait, alors c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps, mais il y a de fortes chances qu'ils restent dans le BE. C'est pour ça qu'on est un mélange entre insertion par l'activité économique
Et puis, ce qui se passe pour le travail des handicapés, par exemple, où là, les gens restent durablement dans les structures de travail. On est un peu un mélange entre les deux. Donc, je n'essayais pas du tout de... C'est vrai que l'expérience de l'IAE n'est pas du tout la même, parce que c'est des contrats courts et qu'on ne fait que passer. De ce point de vue-là, le BE, c'est pas pareil. Mais par contre, le fait d'arriver à fabriquer une activité qui est une activité qui peut être attrapée par des gens qui sont en privation durable d'emploi, je pense que ça, c'est un problème qui nous est commun. Je vais répondre d'abord à titre personnel et puis et ensuite un petit peu par rapport à mes collègues. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, moi j'étais en contrat aidé avant ce changement de loi. Et il m'avait été conseillé d'être embauché en CDI pour aller jusqu'à ma retraite. Voilà. Donc moi, tout était planifié, c'était super, c'était génial. Je suis rentré donc salarié dans une entreprise à but d'emploi. Et moi, c'est simple, ma sortie, elle est facile. L'année prochaine, je prends ma retraite. Voilà, c'est pour répondre à une de vos questions. Mais justement, on a un pourcentage au niveau de l'âge, justement, en tout cas dans notre BE, je ne peux pas témoigner pour les autres, qui fait que toute personne qui était éloignée de l'emploi dû à son âge, parce que c'est un fait avéré, a pu bénéficier de retrouver un emploi dans le BE en se disant « j'y suis tellement bien que là, oui, je suis prêt à aller jusqu'à ma retraite ». Par contre, pour les jeunes, est-ce que, et ça a été évoqué tout à l'heure, les jeunes, oh là là, CDI, m'en parle pas, voilà. Et tout le propos a été de leur faire comprendre que d'entrer dans une entreprise à but d'emploi, c'est aussi pouvoir leur permettre d'asseoir quelque chose. C'est-à-dire qu'ils là, ils ne peuvent pas passer le permis, du coup, ils n'ont pas le permis, du coup, ils ne peuvent pas aller chercher du travail plus loin, ou alors, ils ne font rien de leur journée, ils perdent la dynamique, etc. Rentrer dans une entreprise à but d'emploi quand vous êtes jeune, c'est pouvoir justement découvrir des métiers, profiter et bénéficier de l'expérience de vos aînés et faire des choix un peu plus lucides. Voilà, toute tranche d'âge. Alors, oui, on y est tellement bien qu'on peut y rester, mais je vous avoue qu'il y a déjà des personnes qui ont quitté l'abeille verte. Mais ce qui est génial, c'est que moi, j'ai à charge d'accueillir tout nouveau salarié dans l'entreprise. Donc, tout salarié qui part, je lui demande ce qu'il y a trouvé, pourquoi il part, et est-ce que ça a effectivement été bénéfique. C'est toujours bénéfique. Même quand la personne pense partir en étant contrariée parce que ça ne lui convenait pas, elle finit toujours par dire « Non, mais j'ai compris que finalement, je ne suis pas fait pour travailler en collectif » ou « Ah, j'avais laissé de côté une activité, tiens, ben, je vais la reprendre ». Il y a toujours une issue positive. Toujours dans cette histoire d'esprit. Alors moi, effectivement, je suis beaucoup rattaché à ça, puisqu'on est au début de notre bureau. On n'a pas toute l'expérience de l'ODEV. Hein. On voit quand même. Ouais, bah, oui, bah, c'est un an énorme. Comme ça. Je sais pas. Je sais pas où j'en suis. Mais c'est ça la force aussi de là, c'est que j'y vais en me disant c'est pas grave. T'as pas 2 ans, t'as pas 6 mois, t'as pas 1 an, t'as pas. Non, je sais pas où j'en suis. Parce que si on m'avait dit t'as 2 ans pour savoir où t'en es, ce dont je suis sûr et certain, c'est que j'aurais entendu la fin des 2 ans, et c'est à la fin des 2 ans que là je me serais reposé la question. Dès qu'on donne une date, dès qu'on donne une période, c'est pour ça qu'on se retrouve, hein, ou moi, à chaque échéance que j'ai eue, alors c'était pas des échéances de chômage, c'était des échéances d'emploi, mais à chaque échéance, je me retrouvais confronté à la même question, j'étais dans la même situation. C'était à la fin de cette période que je me reposais, que je me retrouvais dans la vraie situation, face à moi-même et face à... Et c'est ça l'avantage de l'EBE, d'être dans l'EBE. C'est que justement, cette question... Mais c'est pas la question pour l'instant. C'est pas la question. Et quand elle se présentera, quand ça viendra, peut-être que je saurai la saisir. Allez savoir si d'ici 2 ans, je déménage pas dans la Drôme. Apparemment, il y a des choses pas mal qui s'y passent par là-bas. Allez savoir. Là, vous voyez, là, hop, ça, je l'ai retenu. J'ai pas encore l'adresse exacte, mais bon, la Drôme, c'est pas si grand que ça. J'arriverai à retrouver. Mais voilà, je l'ai là.
Et c'est tout, ça s'arrête là. Merci. Oui. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est je sais pas où j'en suis. Mais on me demande pas de savoir où j'en suis, on me demande d'être pour l'instant. Et c'est déjà pas mal. Non, c'est pas vraiment une question. C'est un petit rebondissement sur Pierrette, en l'occurrence sur un mot. Même si vous n'êtes plus dans la situation, mais c'est pour pas que vous l'employiez avec d'autres. Je pense que vous l'avez pas aimé. Je pense que vous l'aimez pas vis-à-vis de vous, donc vous l'avez dit. En l'occurrence, c'est le mot chômeur, parce que pour moi, vous avez été privé d'emploi. Privation d'emploi, comme vous l'avez dit, éloigné de l'emploi, demandeur d'emploi, tous ces mots-là, je suis d'accord. Mais chômeur, ça veut dire vous donner raison au gouvernement actuel pour la loi qu'il va faire pour les obligations de travail, enfin pour ceux qui sont au RSA, tout ça. Donc chômeur, ça veut dire vraiment, ouais, on glande, on est chômeur. Moi, je suis éloigné de l'emploi depuis très longtemps, depuis 2011. J'y suis revenu par intermittence, 3 ans par-ci, 2 ans à rien, 1 an là, et là ça fait quelques mois que je fais rien, mais j'ai travaillé 6 mois et je faisais rien depuis très longtemps. Et pourtant je fais un métier où il y a de la demande. Je suis assistante, en l'occurrence, ce que vous développez dans Madame, dans le 18e, la rencontre auprès des personnes et prendre le temps de discuter. Bah, moi, j'ai quitté le commerce pour faire un métier de contact avec les gens, en l'occurrence m'occuper des enfants au départ. Donc je me suis épanoui pendant plusieurs années consécutives. Après, j'ai eu un accident et j'ai arrêté. Bref, ensuite, je fais de l'aide à la personne, où je me suis également épanoui, mais j'ai eu un accident et j'ai dû arrêter très longtemps. Et actuellement, je suis ni demandeur d'emploi, parce que je ne suis pas sur les listes. Je suis éloigné de l'emploi. Merci pour ce témoignage qui va exactement dans le sens de ce qui a été dit. C'est une expérience, vous n'êtes pas seul. Cette expérience, beaucoup de gens l'ont faite, la font. Et on a prouvé, je crois, avec ce débat, et ce sera peut-être la conclusion, que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut sortir de cette situation et que chacun a de la valeur et qu'on a le droit au travail. C'est quelque chose d'absolument d'essentiel. Peut-être une dernière intervention et après il va falloir qu'on se quitte malheureusement. Si je peux me permettre, moi je voulais poser une question un petit peu en prolongement, que ce soit à l'ODEV ou dans les 2 EBE de Paris qui sont très différentes. Qu'est-ce qu'il en est des personnes privées durablement d'emploi sur vos territoires? Est-ce qu'elles frappent à la porte? Est-ce que vous allez les chercher? Est-ce que vous sélectionnez ceux que vous embauchez? Encore une fois, ça doit être différent, hein, mais comment ça se passe? Allez. Alors, bon, là, il faut qu'on aborde le principe d'exhaustivité qui est lié au projet d'expérimentation. C'est-à-dire que tout territoire qui s'engage dans l'expérimentation doit permettre à toute personne du territoire qui se considère durablement privée d'emploi de trouver un emploi. Pour ce faire, la commission parcours du comité local pour l'emploi, déjà va établir l'éligibilité des personnes ou non. Si je me souviens bien, et on pourrait peut-être comparer, les territoires ont des critères différents. C'est le territoire qui définit ce qu'il considère être la privation durable d'emploi. Et il y a donc une file de mobilisation pour pouvoir... Alors, l'entreprise à but d'emploi n'est pas le seul outil pour retrouver un emploi sur le territoire. Il y a une file de mobilisation qui se constitue, et c'est tout l'intérêt de ce projet d'expérimentation. C'est que tous les acteurs, comme on le disait tout à l'heure, tous les acteurs liés à la privation d'emploi se réunissent et travaillent ensemble. Donc il y a des propositions communes. Ça veut dire que certaines personnes de la file de mobilisation vont plutôt être dirigées justement vers des chantiers d'insertion ou vont retrouver un emploi parce qu'elles auront été redynamisées et qu'elles auront abouti dans leur démarche. Et je ne sais pas si je m'éloigne de votre question. Voilà, donc il y a une file de mobilisation. Les embauches
ne se font pas sur CV. C'est-à-dire que, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça n'est pas quelle est ton expérience. Non, c'est vraiment sur la base de tu veux travailler. Tu as envie de travailler. On va t'accompagner dans cet élan-là. Je pense que c'est comme ça que je peux vous répondre. Peut-être un dernier... Je dis simplement une remarque. Il y a des gens qui sont durablement privés d'emploi qui vont venir, plus ou moins vite, mais qui vont venir. Mais il y a beaucoup de gens qui sont durablement privés d'emploi qui ne viendront pas. Et ceux-là, il faut aller les chercher. Alors ça se fait plus ou moins vite, selon les endroits. D'où l'importance du quartier, du territoire. C'est ça. Parce que c'est le contact. C'est une dimension très importante. Et en faisant ça, on continue à faire le même métier, c'est-à-dire qu'on continue à aider à ce que leur vie se nourrisse de leur activité. Ce n'est pas leur activité qui se nourrit de leur vie, c'est leur vie qui se nourrit de leur activité. Merci. Merci à tous. On va peut-être arrêter là. Il nous faut conclure. Je crois qu'on a répondu à la... Il y avait d'autres questions, non Ah, Xavier Alors, allons-y. D'ici le 15 novembre, on est 13 aujourd'hui bénéficiaires du dispositif. Le 15 novembre, on a 7 nouvelles personnes qui vont arriver. D'ici fin décembre, début janvier, à nouveau 7 nouvelles personnes. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et parce que notre objectif, et ça on s'est engagé là-dessus, et c'est des chiffres effectivement qui sont demandés dans le dossier d'habilitation. Nous, sur notre territoire, en fonction du nombre de personnes qui ont été... je sais pas comment on dit, pas comptabilisées quand même, mais... identifié, merci, en situation éloignée de l'emploi. On s'est engagé sur 2 EBE de 90 personnes chacune. Donc ça, c'est d'ici 5 ans. Plus, et effectivement, Pierre vient de l'aborder, on en a très peu parlé, mais c'est une notion hyper importante de TZ, c'est toute la partie territoire. Il y a vraiment 2 jambes. Il y a une jambe entreprise à but d'emploi, mais il y a une jambe territoire qui est extrêmement importante, qui donne toute sa légitimité d'ailleurs à l'EBE et à tout ce dispositif. Et par rapport donc sur la partie, on va dire, territoire, un retour à 220 personnes. Un emploi durable, décent, en essayant de justement faire jouer les contacts sur le territoire. Voilà. Sylvie, un dernier mot ou... Oui. Je peux ajouter aussi, oui. Nous c'est pareil. Donc, enfin, on a vraiment en tête que ces personnes, il faut aller les chercher. Effectivement, on n'a probablement pas encore la notoriété suffisante sur notre tout petit territoire pour que les gens viennent tous frapper à nos portes. Et puis, il y a des gens qui ne seront pas intéressés par l'accès à l'EBE. Donc, il y a une vraie démarche volontaire pour aller chercher les personnes. On est en plus sur des territoires assez enclavés, relégués, compliqués, où les populations ont beaucoup de méfiance, voire sont assez vindicatives vis-à-vis des pouvoirs publics et donc n'acceptent pas du tout facilement tout projet porté par les pouvoirs publics ou soutenu par les pouvoirs publics. Donc on a encore beaucoup de réticences à lever. Donc il y a différents types de pratiques qui sont mises en place pour aller informer les habitants de cette possibilité qui leur est proposée. Donc il y a du porte-à-porte, il y a même des élus qui viennent avec nous, avec d'autres collègues pour faire du porte-à-porte et informer sur cette démarche-là. Il y a des séances en pied d'immeuble aussi pour être visible et expliquer ce qui se passe. Il y a des séances, des invitations aussi par les acteurs de l'emploi, type Pôle emploi, les missions locales, etc. Maintenant, le bouche à oreille commence à fonctionner un petit peu en notre faveur, c'est-à-dire qu'on a des salariés qui nous amènent leurs enfants, leurs voisins, leurs amis, etc., qui postulent pour le dispositif. Et ensuite, donc, toutes ces personnes passent par une séance une série d'accompagnements portés par Pôle emploi pour réfléchir, pour bien intégrer qu'est-ce que c'est que cette démarche-là, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est plutôt un emploi sur mesure dans l'entreprise à but d'emploi ou est-ce que c'est plutôt un autre type de poste qui me convient.
Et après, donc, ça nous fait une espèce de vivier de réserve, sachant que c'est un vivier très vivant. Donc le temps que nous, on soit prêts à embaucher, les personnes peuvent avoir changé d'avis, trouver un emploi, trouver une autre formation. Enfin, voilà. Mais donc il y a cette petite réserve très vivante et très accompagnée par les acteurs locaux, qui est une ressource et qu'on va chercher quand on est prêt ou quand on s'est dit c'est le moment là qu'on embauche. Merci à tous. Et attendez une seconde, j'ai encore 2 petites choses à vous dire. Je crois qu'on a fait la démonstration ensemble, là, à travers vos témoignages et vos éclairages, que Territoire Zéro Chômeur de longue durée produit de l'emploi décent. Alors, il faut défendre cette expérimentation. Le président de la République s'était engagé par écrit à allouer les moyens nécessaires tout au long de l'expérimentation. Donc, il faut lui faire tenir sa promesse. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Je crois que c'est à peu près 20 millions d'euros qu'il faut en plus dans l'enveloppe, c'est ça ? C'est ça, donc je ne me trompe pas. Donc il faut aller les réclamer, il faut aider Michel de Virville à aller les négocier. Donc il y a 2 choses que vous pouvez faire, c'est vous rendre sur le site change.org, il y a une pétition qui est en ligne, vous pouvez la signer. C'est une pétition qui veut demander qu'il y ait les moyens pour la poursuite effective de cette expérimentation. Et puis le mardi 24 octobre à 14h, pas très loin de l'Assemblée nationale, il y aura une manifestation, une grande mobilisation pour faire entendre la voix des acteurs au droit au plein emploi et donc bien sûr tous les militants de Territoire Zéro Chômeur, tous les gens qui pensent que c'est quelque chose qui est utile pour notre société, sont invités à s'y rendre. Merci à tous.